Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de la Science-Fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. La fumée âcre du carburant brûlé imprégnait encore les narines d'Alexis Moran, alors qu'il fixait le vide spatial à travers la paroi vitrée de sa cellule. 3 jours s'étaient écoulés depuis que la flotte des Vardek avait intercepté son vaisseau de ravitaillement, le Crépuscule éternel. Il avait tenté de négocier, expliquant qu'il transportait des fournitures médicales vers la colonie de Braxton, mais la réponse avait été brutale. Une salve de torpilles à plasma avait déchiré la coque comme du papier. Les hurlements de son équipage résonnaient encore dans sa mémoire. 28 âmes perdues. 28 personnes dont il était responsable. La porte de sa cellule s'ouvrit dans un sifflement pneumatique. 2 gardes Vardek entrèrent, leur peau écailleuse bleue reflétant la lumière crue. Leurs yeux reptiliens, des fentes verticales d'un orange intense, le regardaient avec une indifférence glaciale. « Debout, humain !» ordonna l'un d'eux, sa voix traduite par un modulateur. Alexis se leva lentement. On lui avait retiré son uniforme de capitaine, le remplaçant par une tunique grise marquée de symboles aliens. Sur son avant-bras gauche, une marque au fer rouge pulsait encore. Le sceau de la propriété. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-il. Un garde le frappa au visage avec une matraque électrifiée. « Les esclaves de combat ne parlent pas sans ordre. » Esclaves de combat. Voilà donc ce que signifiait cette marque. Les gardes lui attachèrent les poignets avec des menottes magnétiques et le poussèrent vers l'avant. Tandis qu'il traversait les couloirs labyrinthiques de ce qui semblait être un immense vaisseau de transport, Alexis observait tout avec attention. Non pas par peur ou curiosité, mais avec un but précis. Car Alexis Moran n'était pas simplement en mission de ravitaillement quand les Vardek l'avaient capturé. C'était sa couverture. Depuis 5 ans, il parcourait les mondes frontières, suivant rumeurs et indices, échangeant faveurs et crédits pour des bribes d'informations. 5 ans depuis que le transport commercial transportant son jeune frère Thomas avait disparu dans l'espace Vardek, officiellement déclaré détruit sans survivant. Mais Alexis savait mieux. Il avait intercepté des transmissions, piraté des bases de données cryptées, soudoyé des officiels. Il y avait eu des survivants, des captifs humains emmenés vers un monde nommé Kravos. Et maintenant, alors que les gardes le poussaient dans une cellule bondée, remplie d'autres prisonniers de diverses espèces, il réalisa avec une satisfaction sombre que sa capture avait été inévitable, peut-être même nécessaire, car Kravos était leur destination. L'arène de Kravos s'élevait du paysage rouge poussiéreux comme une ancienne cicatrice. D'énormes piliers de pierre, noircis par des siècles de combats et de spectacles, soutenaient des galeries pouvant accueillir des milliers de spectateurs. L'architecture était brutale, impitoyable, taillée dans la roche native et renforcée d'alliages aliens qui luisaient faiblement sous la lumière dure des 2 soleils du système. Sous l'arène se trouvaient les enclos, des chambres exiguës où les combattants attendaient leur destin. Alexis était assis immobile contre le mur, calculant plutôt que désespérant. Il observait les schémas de patrouille des gardes, mémorisait les changements d'équipe, évaluait les alliés potentiels. « Première fois dans les fosses, humain ?» Une voix grave brisa sa concentration. Alexis se tourna pour découvrir un Dravari imposant, avec une peau semblable à de la pierre et 4 bras massifs. Un œil était blanc laiteux, traversé par une cicatrice dentelée. Alexis acquiesça une fois. Pas bavard, intelligent. Le Dravari se présenta comme Torval. Ton adversaire demain, la rumeur dit que c'est Silara. Sa voix baissa. Peau bleue, ex-militaire, dangereuse. Le regard d'Alexis s'aiguisa à cette information. Elle était quelqu'un d'important dans leur flotte avant sa disgrâce. A refusé de bombarder une colonie humaine pendant la campagne de Grendar, sauvant des milliers de colons, mais perdant son commandement. Torval étudia le visage impassible d'Alexis. 37 victimes depuis. Aucune pitié. Tu n'as pas l'air inquiet. Alexis ferma simplement les yeux, signalant la fin de la conversation.
La vérité était qu'il avait entendu parler de Silara. Durant ses années de recherche, son nom était apparu à plusieurs reprises. Une officière Vardek qui avait défié les ordres pour protéger des innocents. Une telle personne pourrait avoir des informations sur les captifs humains. Sur Thomas. Alors que les lumières s'atténuaient pour le cycle de sommeil, les doigts d'Alexis tracèrent le contour d'un petit projecteur holo qu'il avait réussi à dissimuler, pas plus gros que son ongle. Il ne l'activa pas. Les gardes le remarqueraient, mais il connaissait chaque pixel. Thomas a 14 ans, riant, ses yeux verts brillants d'intelligence, ses cheveux châtains tombant sur son front. Alexis avait fait une promesse sur les tombes de leurs parents après la notification de la mort de Thomas. Tant qu'il y aurait ne serait-ce qu'un murmure de possibilités, il ne cesserait jamais de chercher. Demain, il rencontrerait Silara, et d'une manière ou d'une autre, elle l'aiderait à retrouver son frère. Le rugissement de la foule était assourdissant lorsqu'Alexis fut conduit dans l'arène. Les soleils de Kravos tapaient avec une intensité impitoyable. Des milliers de Vardek remplissaient les gradins, leurs écailles chatoyant dans des couleurs dénotant rang et caste. L'élite occupait des loges climatisées près du sommet, tandis que les soldats ordinaires et les civils s'entassaient dans les gradins inférieurs. Leur soif collective de sang était une force palpable. Les gardiens d'Alexis retirèrent ses chaînes mais laissèrent le collier de suppression neuronale autour de son cou, une assurance contre toute tentative d'attaque des gardes ou de fuite. L'arme qu'ils lui fournirent était primitive, un glaive émoussé forgé dans un métal de mauvaise qualité, à peine équilibré pour le combat. De l'autre côté de l'arène, une porte opposée à la sienne s'ouvrit dans un grondement, et l'enthousiasme de la foule monta jusqu'à la frénésie. Silara entra dans la lumière. Elle était grande, même pour une Vardek, ses écailles bleues captant la lumière du soleil avec un éclat presque métallique. Contrairement aux traits reptiliens typiques de son espèce, son visage portait une beauté austère étrange, des pommettes hautes, une mâchoire forte et des yeux d'un rouge si profond qu'il paraissait presque noir à distance. Son corps était mince et puissant, marqué par les scarifications rituelles d'un membre de la caste guerrière. Elle portait une armure minimale, gantelets et jambières renforcées, une cuirasse laissant son abdomen exposé et un casque qui encadrait plutôt qu'il ne protégeait son visage. Son arme était supérieure à la sienne, une hallebarde à double lame aux tranchants acérés. L'officiel du match, un Vardek corpulent en robe cérémonielle, leva les bras pour réclamer le silence. Le combat d'aujourd'hui, combat de réhabilitation pour le chef de guerre Silara de la maison Vertix, cherchant la restauration de l'honneur à travers l'épreuve du sang. La foule siffla son approbation. Son adversaire, esclave de combat humain, désignation AT-947, capturé pour violation de transport, condamné à la rédemption dans l'arène. Silara avança d'un pas prédateur, ses mouvements fluides et gracieux. Elle tourna autour d'Alexis, qui resta immobile, arme baissée, ses yeux la suivant, mais son corps sans réaction. « Il m'envoie un muet », lança-t-elle, sa voix portant à travers l'arène. Elle passa à la langue standard humaine, voulant clairement qu'il comprenne. Aucun sport du tout. Elle s'avança et cracha, le geste calculé pour provoquer. Le crachat atterrit sur sa joue, mais Alexis ne broncha pas. « Batte-toi, esclave, meurs rapidement. » L'officiel du match leva une dague cérémonielle, puis la baissa d'un geste théâtral. « Commencez !» Silara bondit immédiatement, sa hallebarde sifflant dans l'air en un arc mortel, visant le cou d'Alexis. Mais là où sa lame aurait dû rencontrer la chair, elle ne rencontra que le vide. Alexis s'était déplacé d'un mouvement minimal, juste assez pour que l'arme le manque de quelques centimètres. La surprise traversa son visage. Elle récupéra rapidement, pivotant pour une deuxième frappe. Encore une fois, Alexis esquiva avec un mouvement économique, ne reculant ni n'avançant, simplement n'étant pas là où le coup atterrissait. La frustration s'infiltra dans ses attaques. Elle lança une série de frappes, en hauteur, en diagonale, des estocs,
chacune exécutée avec précision et intention létale. Alexis esquiva les deux premières, puis attrapa le manche de sa hallebarde pendant l'estoc, redirigeant son élan. L'action déséquilibra Silara, et avant qu'elle ne puisse récupérer, il lui avait tordu l'arme des mains. La foule tomba silencieuse, stupéfaite. Dans le moment de son désarmement, Alexis bougea. Une main attrapa son poignet, le tordant à un angle qui força son corps à suivre ou à subir une dislocation. L'élan la projeta contre le mur de l'arène avec une force qui ébranla les os. Avant qu'elle ne puisse se dégager, son coude se connecta avec sa tempe. Une frappe précise, délivrée avec une puissance contrôlée. 15 secondes après le début du match, Silara s'effondra au sol, inconsciente mais vivante. L'arène était silencieuse. Puis lentement, un murmure se transforma en rugissement. « Tuez! Tuez! Tuez !» L'exigence de la foule était sans équivoque. La tradition de l'arène exigeait que les vainqueurs achèvent leurs adversaires, surtout dans les matchs de rédemption d'honneur. Alexis s'éloigna de la forme inconsciente de Silara. Il se tourna vers la loge des officiels et laissa simplement tomber son arme dans le sable. Son expression resta impassible alors que la soif de sang de la foule se transformait en indignation. L'officiel gesticula frénétiquement et des gardes se précipitèrent dans l'arène, entourant Alexis de lances chargées. Il n'offrit aucune résistance alors qu'il le traînait vers les enclos. Alors que le soleil se couchait sur Kravos, les murmures commencèrent à se répandre dans les quartiers des esclaves de combat. L'humain qui avait vaincu un chef de guerre en 15 secondes. L'esclave qui avait refusé de tuer. L'homme aux yeux de glace qui avait jaugé son adversaire au lieu de la haïr. La conscience revint à Silara par vagues de douleurs pulsantes. Les lumières cliniques de l'infirmerie lui poignardèrent les yeux alors qu'elle essayait de faire le point. Des drones médicaux planaient à proximité, surveillant ses signes vitaux et administrant un traitement pour la commotion qu'elle avait subie. « L'humain !» croassa-t-elle, la gorge sèche. « Où est-il » Un officier médical leva les yeux d'un terminal de données. L'esclave a été renvoyé aux enclos. « Je veux le voir. »« Impossible. Vous avez besoin de repos et... »« Je veux le voir, » répéta-t-elle, se redressant malgré le tournis soudain de la pièce. « Cela concerne la restauration de mon honneur. » L'officier hésita, puis acquiesça sèchement. « Je vais faire les arrangements. » 1 heure plus tard, des gardes escortèrent Alexis dans une chambre d'interrogatoire sécurisée, adjacente à l'infirmerie. Ses mains étaient liées et 2 gardes le flanquaient, leurs armes braquées dans son dos. Silara les renvoya d'un geste brusque. « Laissez-nous. Chef de guerre, les protocoles exigent. »« J'ai dit de nous laisser, » grogna-t-elle, sa crête se hérissant d'irritation. « Ou dois-je signaler votre insubordination au superviseur ?» Les gardes battirent en retraite, scellant la porte derrière eux. Silara tourna autour d'Alexis lentement, l'étudiant avec un respect et une curiosité nouveaux. De près, elle pouvait voir les détails qu'elle avait manqués au combat. Les cicatrices discrètes qui parlèrent de batailles précédentes, les cales sur ses mains qui témoignaient d'années d'entraînement aux armes, et surtout, l'intensité dans ses yeux qui suggérait un but plutôt qu'une simple survie. « Tu aurais dû me tuer », dit-elle finalement. « C'est ainsi que le jeu se joue ici. » Alexis resta silencieux, son regard stable. « Tu n'es pas comme les autres qu'ils jettent dans les fosses. Ta technique... » Elle frotta sa tempe encore douloureuse. « Entraînement militaire. Opération spéciale, peut-être. » Quand il ne répondit pas, elle continua. « J'ai tué des êtres de ton espèce auparavant. Beaucoup. Mais aucun qui se battait comme toi. » Elle se pencha plus près, scrutant son visage pour trouver des réponses. « Qui es-tu vraiment ?» Pour un long moment, il ne dit rien. Puis lentement, délibérément, il articula des mots sans son. « Pas ton ennemi. Si tu n'es pas mon ennemi, alors quoi? Quel but un humain a-t-il à épargner une vie Vardek ?» Il jeta un coup d'œil à la caméra de surveillance dans le coin de la pièce. Comprenant immédiatement, Silara tendit la main et la désactiva d'un geste pratiqué. « Un dysfonctionnement, dit-elle.
Maintenant nous pouvons parler librement, bien qu'il semble que tu ne puisses pas parler du tout. Alexis tapota le collier neuronal autour de son cou, un appareil qui, parmi d'autres restrictions, empêchait la vocalisation dans les zones de haute sécurité. « Qui es-tu » répéta-t-elle. En réponse, il tendit lentement la main dans sa tunique, ses mouvements télégraphiés pour montrer qu'il ne représentait aucune menace. Les gardes avaient manqué sa cachette, ou peut-être ne s'était-il pas donné la peine de fouiller minutieusement après son retour de l'arène. Il sortit le petit projecteur holographique et l'activa. Une image tridimensionnelle vacilla à la vie entre eux. Un adolescent aux cheveux châtains et aux yeux verts saisissants, son sourire figé dans le temps. « Mon frère !» articula clairement Alexis. Silara fixa l'image, son expression passant de la confusion à la reconnaissance, puis à quelque chose d'illisible. « Cet enfant, tu le cherches ici. » Alexis acquiesça une fois. « Qu'est-ce qui te fait penser qu'il vit? Qu'est-ce qui te fait penser qu'il est sur Kravos ?» Il tapota sa poitrine, puis sa tempe. « Cœur, instinct, sentiment, » dit-elle, mais sans le dédain habituel des Vardek pour une telle émotion. Elle étudia à nouveau l'holophoto, ses yeux rouges cramoisis se plissant. Ses yeux, j'ai vu des similaires, pas courants parmi votre espèce, cette nuance particulière. Elle hésita, pesant clairement ses prochains mots avec soin. Il y a des rumeurs de captifs humains dans les colonies minières, certains pris pour le travail, d'autres pour l'expérimentation. Le regard d'Alexis s'aiguisa. Programmes hybrides, continua-t-elle en baissant la voix. Tentative de créer des êtres avec l'adaptabilité humaine et la force Vardek. La plupart ont échoué, mais certains... Elle gesticula vers l'hologramme. Les humains aux yeux verts étaient particulièrement prisés pour le programme. Quelque chose concernant la compatibilité génétique. L'espoir et l'horreur se battirent dans l'expression d'Alexis. « Où » articula-t-il. « Tu ne m'as pas tué parce que tu as besoin de moi » réalisa Silara à voix haute. « Tu as besoin d'informations, d'accès, de connaissance de cet endroit. » Il acquiesça. Elle se détourna, arpentant la petite chambre. « Tu comprends ce que tu demandes? Si je t'aide, je renonce à toute chance de retrouver ma position. Je deviens une traîtresse. » Ses écailles ondulèrent d'émotion. « J'ai tout perdu parce que je ne pouvais pas suivre un ordre. Et maintenant tu me demandes de risquer le peu qu'il me reste pour un autre humain. » Alexis se contenta de soutenir son regard, inébranlable. Les yeux rouges cramoisis de Silara s'embuèrent, alors que les souvenirs affluaient. La campagne de Grendar, il y a 5 ans. Elle pouvait encore entendre la voix de l'amiral crachoter à travers sa console de commandement. « Chef de guerre Silara, vous bombarderez immédiatement ces coordonnées. Ces humains ont hébergé des dissidents contre l'Empire. » Elle avait scanné elle-même la colonie, vu seulement des familles, des enfants, aucune signature d'armes, aucune présence militaire. « Avec tout le respect dû, amiral, je ne vois aucune justification tactique pour cette frappe. Ce sont des civils. Votre évaluation est sans importance. Exécutez l'ordre. » La passerelle était tombée silencieuse alors que son équipage attendait son commandement. Des générations de service à l'Empire pesaient contre les vies de 3000 innocents qui n'avaient jamais choisi ce conflit. « Je ne peux pas me conformer, amiral. Je demande des protocoles d'engagement alternatifs. » Le silence qui suivit avait scellé son destin. Sa main avait tremblé alors qu'elle désactivait les systèmes d'armes, alors qu'elle donnait l'ordre de se retirer, alors qu'elle regardait son second transmettre les accusations formelles d'insubordination. Ce soir-là, alors que les gardes impériaux l'escortaient hors de son propre vaisseau, une femme humaine s'était approchée du périmètre de sécurité. À travers la barrière, leurs yeux s'étaient rencontrés. La femme serrait un petit enfant contre sa poitrine, un garçon avec des yeux verts saisissants qui perçaient l'obscurité de la zone de détention. L'enfant avait tendu une petite main vers elle, ne comprenant pas qu'elle était l'ennemi, ne voyant qu'un autre être. Les gardes avaient repoussé la femme, mais pas avant qu'elle n'ait articulé 2 mots qui hantaient Silara depuis. « Merci ».
Maintenant, fixant l'holophoto d'Alexis, elle vit ces mêmes yeux verts dans le visage de son frère. La ressemblance la frappa comme un coup physique. « Que suis-je maintenant ?» se demanda-t-elle, ses doigts planant au-dessus de l'image. Une guerrière sans maison, une commandante sans honneur, ou peut-être la seule qui se souvient de ce que l'honneur signifie vraiment? L'Empire l'avait entraînée à voir les humains comme des êtres inférieurs, adaptables mais faibles, intelligents mais sans principe. Pourtant, c'étaient les humains qui lui avaient témoigné de la gratitude lorsqu'elle avait choisi la clémence. C'était un humain qui l'avait épargné dans l'arène quand la victoire exigeait sa mort. Si je l'aide, je trahis tout ce pourquoi j'ai été élevé. Si je refuse, je trahis tout ce que j'ai choisi de devenir. Honneur envers l'Empire ou honneur envers elle-même. Le chemin se cristallisa soudainement devant elle, avec une clarté douloureuse. Silara s'approcha d'un terminal médical et récupéra une fine puce de données. Protocole de sécurité, horaire de patrouille, codes d'accès qui n'ont pas été changés depuis des cycles, parce que le superviseur est trop arrogant pour croire que quiconque oserait infiltrer son installation. Elle pressa la puce dans la main d'Alexis. Le complexe de travail se trouve à 30 km au nord de l'arène. C'est là qu'il garde les sujets de test. « Pourquoi ?» articula-t-il. « Parce que tu m'as épargné alors que tu n'avais aucune raison de le faire, » répondit-elle, sa voix ferme avec une résolution nouvelle. « Et parce que certains choix nous définissent plus que n'importe quel rang ou titre ne pourrait jamais le faire. » Elle réactiva la caméra de surveillance. « Maintenant va avant qu'il ne devienne suspect. » Alors que les gardes revenaient pour escorter Alexis vers les enclos, il lui lança un dernier regard, une promesse silencieuse que son risque ne serait pas gaspillé. Dans les jours qui suivirent, la réputation d'Alexis grandit à chaque match. Des victoires rapides et efficaces, se terminant toujours par un refus de tuer. L'humain silencieux qui ne prenait pas de vie devint à la fois une curiosité et une légende parmi les spectateurs et les esclaves. Saisissant l'opportunité, Silara exigea publiquement une revanche, clamant le déshonneur de sa défaite. Le superviseur, voyant le profit et la vengeance, programma leur confrontation pour le festival de l'Ascension, quand l'arène déborderait de spectateurs. Chaque séance d'entraînement entre eux devint une opportunité de planification secrète. À travers des combats chorégraphiés, ils échangeaient des informations cruciales, tandis que les gardes observaient ce qui semblait être des exercices d'entraînement standards. La veille de leur revanche programmée, ils se rencontrèrent dans une petite cour d'entraînement. Alors que leurs armes d'entraînement s'entrechoquaient, Silara chuchota. « La sécurité sera minimale demain pendant le festival. » Elle porta une frappe théâtrale qu'Alexis para. L'équipement est caché dans le conduit de maintenance B7. Masque atmosphérique, brouilleur de communication, paralyseur. Elle se positionna de manière à protéger leur conversation des observateurs. « Je créerai une diversion en attaquant la loge des officiels. Tu auras 20 minutes avant qu'ils ne réalisent que tu es parti. » Elle étudia son visage. « Es-tu certain pour ton frère, après 5 ans ?» Alexis la désarma avec une précision d'entraînement. En récupérant son arme, il pressa un bout de tissu dans sa paume, un message griffonné. « Observation récente, yeux verts, secteur 4. » « Alors nous procédons comme prévu, dit-elle, dissimulant sa réaction. En partant, elle trébucha contre lui délibérément, glissant une carte d'accès de garde volée dans sa poche. Cette nuit-là, Alexis répéta mentalement la disposition complexe. Les chances étaient écrasantes, mais quelque part dans cette installation se trouvait Thomas, ou quelqu'un qui avait été Thomas autrefois. Dans ses quartiers privés, Silara se tenait devant son reflet, traçant les cicatrices cérémonielles qui marquaient sa carrière militaire autrefois distinguée. Demain, elle sacrifierait toute chance de rédemption aux yeux de l'Empire. Pendant 5 ans, elle s'était battue pour reconquérir sa position, endurant humiliation et douleur dans l'arène. Elle retira un panneau caché de son mur et sortit un petit objet. Son insigne de commandante, secrètement préservé quand on l'avait dépouillé de son rang.
Elle l'avait gardé comme rappel de ce qu'elle pourrait regagner par la loyauté et la persévérance. Maintenant, avec une finalité délibérée, elle le laissa tomber dans un conduit d'élimination. Certains principes transcendaient l'empire et le rang. Certains choix définissaient un guerrier plus que toute gloire au combat. Le festival de l'Ascension transforma l'arène de Kravos en un spectacle d'une ampleur sans précédent. Des bannières portant l'écusson impérial claquaient dans le vent chaud. Les vendeurs proposaient des nourritures exotiques et des opportunités de paris. Les gradins débordèrent de spectateurs de tous les niveaux de la société Vardek, leurs corps écailleux formant une mosaïque vivante de couleurs et de sons. Dans la chambre de préparation sous l'arène, Alexis était assis immobile tandis que les préposés appliquaient des marques rituelles sur sa peau. Des symboles cramoisis qui l'identifiaient comme un combattant important malgré son statut d'esclave. « Sacrée audience pour ton dernier match, humain », commenta un préposé en vérifiant ses entraves. « Le chef de guerre Silara a payé un supplément pour s'assurer que ta mort sera mémorable. » Alexis ne trahit aucune réaction. Au-dessus, la voix amplifiée du superviseur annonça l'événement principal de la journée, le jugement d'honneur. Le chef de guerre Silara contre l'humain qui avait osé défier la tradition. Des gardes escortèrent Alexis sur la rampe et dans la lumière aveuglante de midi. La réaction de la foule fut mitigée, certains acclamant l'humain notoire qui refusait de tuer, d'autres appelant à son exécution. Il fut positionné au centre de l'arène, où le superviseur lui-même retira son collier neuronal, comme le voulait la tradition pour les matchs de haut niveau. Qu'il ne soit pas dit que nous ne donnons pas même aux esclaves une chance équitable de mourir dans la dignité, proclama le superviseur. Que ta défaite apporte honneur à Silara et gloire à l'Empire. De l'entrée opposée, Silara émergea en armure de combat cérémonielle complète. Une apparence intimidante de plaques noires polies, accentuée de ses couleurs de maison. Son casque dissimulait tout sauf ses yeux, qui se verrouillèrent sur ceux d'Alexis avec une confirmation tacite. Prêt ? Le superviseur se retira vers sa loge élevée, entouré d'officiels impériaux et de mécènes fortunés. Il leva un bâton cérémoniel. Que le jugement commence. Silara chargea en avant avec une agression théâtrale, sa hallebarde balayant de larges arcs qui avaient plus d'apparat que de précision. Alexis répondit comme prévu, esquivant et contrant avec des mouvements délibérément ralentis qui prolongèrent le spectacle. Pendant 3 minutes, ils se battirent à travers l'arène, une danse chorégraphiée pour paraître authentique tout en conservant leur énergie. Puis alors qu'ils verrouillaient leurs armes près du mur est, Silara donna le signal. Un hochement de tête subtil imperceptible aux observateurs. Alexis lui permit de le désarmer d'une flourish qui envoya la foule dans une frénésie d'anticipation. Elle le força à genoux, hallebarde à sa gorge, jouant pour l'audience. « Pour l'honneur !» cria-t-elle, levant son arme pour le coup fatal. Mais au lieu de frapper Alexis, elle pivota soudainement et lança la hallebarde avec une précision dévastatrice vers la loge des officiels. L'arme s'enfonça dans le panneau de contrôle à côté du superviseur, déclenchant une explosion d'étincelles et de fumée. Le chaos éclata. Les gardes se précipitèrent vers la loge, tandis que des alarmes d'urgence hurlaient. Dans la confusion, Silara hissa Alexis sur ses pieds et le poussa vers une trappe de maintenance cachée sous un panneau décoratif dans le mur de l'arène. « 19 minutes !» siffla-t-elle. « Va !» Alors qu'Alexis disparaissait dans le tunnel, Silara fit face aux gardes qui approchaient, ses mains levées en apparente reddition. Mais quand ils arrivèrent à portée, elle déchaîna une série d'attaques qui en renversa 3 avant que les autres ne parviennent à la maîtriser. « L'humain s'échappe pendant que vous perdez du temps avec moi », rit-elle alors qu'il l'entraînait. « Imbécile !» Le tunnel de maintenance se connectait à un réseau de couloirs de service qui courait sous tout le complexe. Utilisant les directions mémorisées de Silara, Alexis navigua dans le labyrinthe jusqu'à atteindre le conduit B7. Là, comme promis, il trouva un sac dissimulé contenant l'équipement qu'elle avait arrangé.
un masque atmosphérique pour filtrer l'air toxique extérieur de Kravos, un paralyseur rudimentaire fabriqué à partir de technologies d'arène modifiées et un brouilleur de communication pour perturber les capteurs de proximité. Alexis se déplaça avec une efficacité silencieuse à travers les passages souterrains, évitant les patrouilles et utilisant les points d'accès identifiés par Silara. Le trajet vers le complexe de travail prit 12 minutes, du temps précieux sur sa fenêtre limitée. Au périmètre extérieur, il rencontra son premier véritable obstacle, un point de contrôle gardé par 2 sentinelles. Sans hésitation, il activa le brouilleur de communication, s'approcha ouvertement et neutralisa les deux avec des frappes précises avant qu'ils ne puissent donner l'alerte. À l'intérieur de l'installation de travail, l'atmosphère était nettement différente de l'arène. Clinique, stérile. Les couloirs étaient moins bordés de portes renforcées, portant des marqueurs d'identification en écriture Vardek. À travers les hublots d'observation, Alexis aperçut diverses espèces effectuant des tâches répétitives sous les yeux vigilants de systèmes de sécurité automatisés. Il consulta la carte approximative fournie par Silara. Le secteur 4, l'emplacement rumeur du programme hybride, se trouvait dans l'aile est. Temps restant, 7 minutes. Alexis se déplaça plus rapidement maintenant, moins préoccupé par la discrétion que par la vitesse. Il atteignit la porte de sécurité nécessitant une authentification biométrique. Utilisant la carte d'accès volée par Silara, il contourna le scanner principal, mais un système secondaire exigeait un échantillon génétique. 3 minutes. Sans alternative, Alexis fracassa le panneau de contrôle avec la crosse de son paralyseur. Les protocoles d'urgence de la porte s'activèrent, la faisant coulisser juste assez pour qu'il puisse forcer son passage. Des alarmes commencèrent à retentir dans les couloirs distants. Le secteur 4 se composait d'un laboratoire principal entouré de cellules de confinement. Contrairement aux zones de travail, ces salles étaient conçues pour l'observation plutôt que la production. À travers le premier hublot, Alexis vit un jeune Dari connecté à un équipement de surveillance. Le second contenait un être émacié d'espèce méconnaissable. La troisième cellule le figea net. Derrière le verre renforcé se tenait une silhouette humaine. Mâle, peut-être 19 ou 20 ans, assis sur une plateforme blanche stérile. Ses cheveux châtains avaient été rasés sur les côtés et des implants étaient visibles le long de sa tempe. Mais ce furent ses yeux qui confirmèrent l'espoir désespéré d'Alexis. Vert brillant, indubitablement comme ceux de l'hologramme. Thomas. La main d'Alexis se pressa contre le hublot. Le jeune homme à l'intérieur leva les yeux, son expression d'abord vague, puis se concentrant lentement. Une lueur de quelque chose, reconnaissance, peur, incrédulité, traversa son visage. Ses doigts tremblèrent alors qu'il se levait de la plateforme. Le panneau d'identification à côté de la porte confirma « Sujet E17, essai de compatibilité humain-Vardek, année 5 ». Utilisant la carte d'accès une dernière fois, Alexis déverrouilla la cellule. La porte siffla en s'ouvrant, révélant l'étendue complète de ce qui avait été fait à Thomas. Les bras de son frère portaient l'épreuve d'injections répétées et de procédures chirurgicales. Un collier neuronal semblable au modèle de la reine encerclait son cou, mais plus élaboré avec des modules de contrôle supplémentaires. Thomas recula, se pressant contre le mur du fond. « Arrête !» chuchota-t-il, la voix cassée par le manque d'usage. « Quelle que soit la simulation, quel que soit le test que vous menez cette fois, je ne coopérerai pas. » Alexis s'avança, mains ouvertes, paumes vers le haut. Thomas secoua violemment la tête. « Tu n'es pas réel. Mon frère ne peut pas être ici. Ils ont fait ça avant. Ils m'ont fait voir des gens. Ils m'ont fait croire. » Sa voix se brisa. Puis ils reprennent l'espoir. Ça fait plus mal que les aiguilles. Alexis tendit lentement la main dans sa poche et sortit le projecteur holographique. Il l'activa, et l'image de Thomas à 14 ans illumina l'espace entre eux. Thomas le fixa, hypnotisé. Sa respiration s'accéléra. « Où as-tu eu ça ?» Alexis fit un autre pas, puis un autre.
jusqu'à se tenir directement devant son frère. « Le jardin de maman », dit Alexis, sa voix rauque par le manque d'usage. « Ton 14e anniversaire. Papa a pris ça juste après que tu aies soufflé les bougies sur ce gâteau ridicule. Celui avec le vaisseau spatial, qui ressemblait plus à une pomme de terre. » Un sanglot s'échappa de la gorge de Thomas. « Alexis !» Sa main tendit la main, tremblante, pour toucher le visage de son frère. Ses doigts tracèrent la cicatrice le long de la mâchoire d'Alexis. « Tu n'étais pas censé venir. C'était trop dangereux. Tu n'étais pas censé... » Alexis attira son frère dans une étreinte féroce. 5 années de recherche culminant en ce seul moment. Thomas se raidit initialement, puis s'effondra contre lui, tout son corps secoué de sanglots silencieux. « Tu es venu ?» murmura-t-il contre l'épaule d'Alexis, ses doigts agrippant le tissu de ses vêtements, comme s'il pouvait disparaître. « Tu es vraiment venu ?» Pour un moment qui s'étira vers l'éternité, les frères s'accrochèrent l'un à l'autre, fronts pressés ensemble, respiration synchronisée comme dans l'enfance. Pas de mots. Juste le pouls partagé des retrouvailles. Une sirène rugit, brisant le moment. Leur temps était écoulé. Alexis pointa urgemment vers la porte. « Nous devons partir. »« Je ne peux pas. » Thomas tapota le collier neuronal. « Si je quitte ce secteur, il administre une toxine. » Ses yeux, si familiers mais si changés, contenaient un mélange d'espoir et de résignation. « Mais tu m'as trouvé. C'est suffisant. » Alexis secoua fermement la tête. Il examina le collier, trouvant son mécanisme de verrouillage similaire au modèle d'arène qu'il avait observé. Utilisant le bord de la carte d'accès, il ouvrit un panneau d'accès et localisa le circuit principal. Des pas martelèrent dans le couloir, des gardes criant des ordres, des armes en cours d'armement. Avec des mouvements précis, Alexis court-circuita le système de sécurité du collier. L'appareil se désactiva avec un gémissement doux, et Thomas haleta comme s'il respirait librement pour la première fois depuis des années. « Comment as-tu... » Alexis le tira vers la sortie. Il n'y avait pas de temps pour les explications. Alors qu'ils émergeaient dans le couloir, ils rencontrèrent la première vague de forces de sécurité. 4 gardes armés de fusils paralysants. Alexis poussa Thomas derrière lui et les affronta avec une efficacité froide, son entraînement d'arène évident dans chaque mouvement. En quelques secondes, les 4 gisaient inconscients, et Alexis avait acquis un fusil. Il vérifia sa charge, presque pleine, assez pour ce qui allait suivre. Ensemble, les frères naviguèrent dans les couloirs sinueux de l'installation, Alexis menant avec le paralyseur pendant que Thomas suivait, devenant plus stable à chaque pas. Quand ils atteignirent une jonction, Thomas tira soudainement Alexis vers un passage différent de celui qu'ils avaient prévu de prendre. « Par ici », insista-t-il, « il y en a d'autres. » Alexis hésita, leur fenêtre d'évasion se fermant rapidement. « S'il te plaît », les yeux de Thomas se durcirent avec détermination. Je n'étais pas le seul. Le bloc cellulaire JD12 contenait 23 sujets, humains et autres espèces, tous faisant partie de divers programmes d'amélioration impériaux. Beaucoup portèrent des signes de modification extensive, de la technologie implantée aux altérations génétiques. Certains pouvaient à peine marcher, d'autres semblaient presque catatoniques. Mais quand Thomas parla, des mots doux et rassurants dans plusieurs langues qu'il avait apprises durant sa captivité, ils répondirent avec un espoir prudent. Alexis évalua rapidement leur situation. Le plan d'évasion original était impossible avec autant de personnes, mais tenter de les abandonner était également impensable. Il prit une décision rapide, faisant signe à Thomas de rassembler les sujets les plus mobiles pendant qu'il sécurisait la sortie principale. Le système d'alarme de l'installation était passé au confinement total. De lourdes portes de sécurité se scellaient dans tout le complexe, les piégeant potentiellement. Alexis localisa une station de contrôle environnemental et, utilisant les connaissances acquises durant des années d'opération de vaisseau, initia une purge de ventilation d'urgence, un protocole conçu pour éliminer les toxines en cas de fuite.
La purge déclencha une défaillance en cascade dans la grille de sécurité, désactivant temporairement le confinement. Les portes s'ouvrirent dans tout le secteur, et c'est alors que la véritable révolte commença. Des centaines de captifs d'autres sections, sentant l'opportunité dans le chaos, se libérèrent de leur confinement. Les gardes se trouvèrent submergés alors que des êtres de diverses espèces, poussés par des années d'oppression et la perspective soudaine de liberté, se retournèrent contre leurs ravisseurs avec une férocité désespérée. Dans le centre de commandement, le directeur de l'installation regarda avec horreur les flux de sécurité, montrant le soulèvement se propageant comme un feu de forêt. « Activez les protocoles létaux », ordonna-t-il. « Contenez ceux-ci à tout prix. » Mais les systèmes de confinement, compromis par l'interférence d'Alexis, répondirent lentement ou pas du tout. La révolte grandit, alimentée par la destruction stratégique de points de contrôle clés. Alexis mena son groupe vers la baie de navette de l'installation où des vaisseaux d'évacuation d'urgence étaient gardés pour le personnel de haut rang. Ils rencontrèrent une résistance importante, des gardes d'élite armés d'armes militaires. Mais le nombre pur de captifs en fuite détourna la plupart des forces de sécurité. Dans un couloir de maintenance près de la baie de navette, Alexis et Thomas furent séparés de leur groupe durant un échange de tirs. Alors qu'ils se mettaient à couvert derrière un support structural, Thomas saisit le bras de son frère. « Les autres, ceux que nous avons laissés dans l'arène, » dit-il urgemment. « Si nous partons maintenant, l'Empire les exécutera tous en représailles. » Alexis savait qu'il avait raison. Les Vardek ne toléraient pas l'échec, et les responsables du complexe de travail s'assureraient qu'il ne reste aucun témoin pour raconter ce qui s'était passé ici. Une décision se cristallisa dans l'esprit d'Alexis. Il fit signe à Thomas de continuer vers la baie de navette avec leur groupe, puis se désigna lui-même et revint vers le cœur de l'installation. « Non !» protesta Thomas. « Je viens de te retrouver, je ne vais pas te perdre maintenant. » Alexis saisit les épaules de son frère, son expression transmettant ce que les mots ne pouvaient pas. « Fais-moi confiance. » Après un moment de lutte intérieure, Thomas acquiesça. « Le réacteur central a des protections minimales, » dit-il. « Ils n'ont jamais prévu de sabotage interne. Système de refroidissement au niveau 3, panneau d'accès J7. 15 minutes jusqu'au critique après désactivation. » Ses yeux scrutèrent ceux d'Alexis. « Promets-moi que tu t'en sortiras. » Alexis serra son épaule une fois, puis disparut dans le chaos de l'installation. Le réacteur central du complexe de travail de Kravos était une merveille d'ingénierie Vardek. Une conception à cœur de plasma qui alimentait toute l'opération avec une efficacité impitoyable. C'était aussi, comme Thomas l'avait indiqué, vulnérable au bon type d'interférence. Alexis se fraya un chemin jusqu'au niveau 3, utilisant le chaos en cours comme couverture. Les quelques techniciens présents dans la salle de contrôle du réacteur s'enfuirent à la vue d'un évadé armé, le laissant seul avec le cœur battant de l'installation. Au panneau J7, Alexis trouva les commandes du système de refroidissement. Avec une précision méthodique, il initia une surcharge progressive. Pas une défaillance catastrophique immédiate, mais une réaction en chaîne qui s'intensifierait progressivement pendant 15 minutes avant d'atteindre la masse critique. Les systèmes d'avertissement du réacteur s'activèrent, diffusant des ordres d'évacuation automatisés dans tout le complexe. Parfait. Alors que les protocoles d'urgence s'engageaient, Alexis se dirigea vers le complexe de l'arène à travers les tunnels de maintenance. La révolte s'y était également propagée, les esclaves d'arène se libérant de leurs enclos, armés de toutes les armes qu'ils pouvaient récupérer. Dans la chambre centrale de l'arène, Alexis trouva Silara. Elle avait été sévèrement battue durant l'interrogatoire, mais avait réussi à maîtriser ses gardes quand les alarmes de l'installation s'étaient déclenchées. Elle se tenait au milieu de Vardex tombés, un fusil capturé entre les mains, dirigeant les captifs nouvellement libérés vers les routes de sortie. Elle se tendit quand elle le vit, puis se détendit en le reconnaissant. « Tu as réussi. » Alexis acquiesça, puis désigna urgemment l'horizon. « Tu as fait quelque chose, » réalisa-t-elle.
quelque chose qui nécessite une évacuation. Quand il leva 10 doigts, puis 5 de plus, ses yeux s'élargirent. 15 minutes, le réacteur. Un autre hochement de tête. Les navettes seront prises d'assaut, dit-elle. Mais il y a un autre moyen. Elle le conduisit à un terminal de communication et entra une séquence cryptée. Mon ancien code d'accès militaire. Il pourrait encore fonctionner. L'écran vacilla, puis se stabilisa avec un message de confirmation. Oui. Canal d'urgence ouvert. Elle entra des coordonnées et un bref message. Vaisseau impérial compromis. Officier retenu en otage. Extraction immédiate requise. Autorisation. Silara. Maison Vertix. Code de commandement. Epsilon 17. La flotte impériale garde des vaisseaux de réponse rapide en orbite haute, expliqua-t-elle. Ils enverront des navettes de descente à ces coordonnées, s'attendant à sauver leur précieux commandement. Un sourire sinistre se répandit sur son visage. Au lieu de cela, ils fourniront notre transport. Alexis et Silara organisèrent les captifs restants en groupe, les dirigeant vers le point d'extraction désigné. Un plateau à 2 kilomètres de l'installation principale. Pendant qu'ils travaillaient, Alexis vérifiait constamment l'heure. 12 minutes restantes, puis 10, puis 7. Les navettes de descente arrivèrent précisément comme Silara l'avait prédit. Des vaisseaux militaires élégants conçus pour le déploiement et l'extraction rapide. Les premières équipes de soldats impériaux qui émergèrent furent rapidement submergées par la masse désespérée d'évadés. Leurs armes et navettes réquisitionnées. 6 minutes. Alexis scanna la scène chaotique, cherchant frénétiquement jusqu'à ce qu'il repère Thomas, aidant un Javari blessé à embarquer dans l'un des vaisseaux capturés. Le soulagement l'inonda. 4 minutes. La plupart des navettes étaient maintenant chargées au-delà de leur capacité, les moteurs rugissant alors que d'anciens captifs ayant une expérience de pilotage se préparaient au décollage. 2 minutes. Alors que le dernier vaisseau se préparait à partir, Thomas émergea de la foule, son visage marqué d'inquiétude. « Alexis, nous devons partir maintenant. » Alexis acquiesça et commença vers le vaisseau, mais Silara hésita. Il se retourna, interrogateur. « C'est mon monde, dit-elle tranquillement. Malgré tous ses défauts, malgré tous les crimes de l'Empire, c'est toujours mon foyer. » Alexis comprit son conflit. Il tendit la main, ne commandant pas, ne suppliant pas, offrant simplement le choix. Après un moment d'hésitation, elle la prit. La navette finale décolla avec des secondes à revendre. De son hublot, ils regardèrent le complexe de travail exploser dans une décharge massive de plasma qui illumina l'horizon comme un second soleil. L'arène, les enclos, les installations de test, tout consumé dans un feu purificateur. Alors que Kravos s'éloignait sous eux, Thomas s'approcha d'Alexis et Silara, qui se tenaient côte à côte dans un silence contemplatif. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « L'Empire nous chassera à travers chaque système. » Silara se tourna du hublot, ses yeux rouges cramoisis reflétant le feu distant. « Alors nous serons prêts, » dit-elle avec une conviction tranquille. Alexis acquiesça en accord, se permettant finalement de parler maintenant que le collier de suppression était parti. « Nous serons prêts. » Sa voix, inutilisée si longtemps, était rauque et à peine audible. Mais pour Thomas, c'était le plus beau son de l'univers. Alors que le vaisseau accélérait vers le système extérieur, transportant sa cargaison d'âmes nouvellement libérée, les feux de Kravos s'estompèrent graduellement de la vue. Derrière eux gisaient destruction et souvenirs douloureux. Devant, incertitude et danger. Mais aussi, pour la première fois en 5 ans, possibilité. La liberté n'était jamais donnée. Elle était réclamée. 15 secondes à la fois.